tout le monde, bon mardi. Encore une fois, aujourd'hui, on va retrouver Sacha Gauthier. Il a été sur la croisière de la MREX et des passionnés d'immobilier il n'y a pas si longtemps et les discussions ont été très fructueuses avec des investisseurs. On va surtout se concentrer sur l'achat d'usagers, comment on peut optimiser, qu'est-ce qu'on doit regarder, des trucs pour se lancer dans le marché aussi quand on est un jeune investisseur, on veut acquérir nos premières portes. Donc, plusieurs pépites, je pense, dans cet épisode. Vous allez vouloir l'écouter et probablement le réécouter. Bon matin, Sacha. Content de te revoir parmi nous encore aujourd'hui. Comment ça va? Bon matin, Jocelyn. Très, très bien. Génial, génial. Hey, mon petit doigt me dit que tu as été sur la croisière MREX et passionné d'immobilier il y a quelques jours, semaines. Là. Comment tu as trouvé ça? Beaucoup de passionnés d'immobilier sur la croisière. C'était très intéressant. Discussion sur le fleuve, sur le bateau, Ça devait avec être plein de beau. passionnés. C'était quand même un bon groupe. C'était très bien. L'été est bel et bien installé, là. Donc, il fait beau, il fait Enfin, chaud. ça a été Ah, long, là, mais on peut profiter. Bon. Puis les vacances de construction qui s'en viennent aussi, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont s'amuser. Tu me disais justement d'entrée de jeu, là, que dans en pré-entrevue, que sur le bateau, justement, tu as eu des discussions avec plusieurs personnes qui te disaient que le marché de l'usager est rendu assez corsé. Les valeurs sont élevées, les vendeurs sont demandants. C'était quoi le pouls là, en détail, plus en détail? Exact. Il y avait moins de promoteurs, disons, là, de constructeurs. La construction, on le sait, c'est serré. Là, ce volet-là, on en a parlé beaucoup. Il faut construire à bon prix dans le bon marché parce que les enjeux de vacances puis de coûts là, sont présents dans le marché. Donc, il faut vraiment faire des projets ciblés, de bonne échelle aussi pour être sûr d'écouler nos unités. Ça, c'est dans le neuf. J'ai parlé à quelques promoteurs, super intéressant toujours. Mais j'ai parlé aussi à beaucoup de gens qui veulent entrer dans le marché ou qui sont déjà présents, mais qui visent l'usager. Et c'est tout un pan du marché, là, bien entendu. Et ce qui retenait mon attention, c'est que c'est vraiment pas facile. D'entrer dans le marché, c'est vraiment pas facile. Là. De faire des bons coups d'entrée de jeu dans le marché, c'est difficile. Les prix sont trop élevés. Qu'est-ce que je fais? C'est surtout ça le mot d'ordre. En termes de questionnement, là, c'est les prix sont tellement élevés, mes mises de fonds sont tellement élevées. Qu'est-ce que je fais? Ben, je voulais soulever avec toi quelques points. Là. Premièrement, je pense que c'est comme une maison, tu sais, c'est comme lorsqu'on magasine une maison pour nous, là, pour la famille. Ben, tu sais, on va magasiner, mais c'est important d'être patient. Pas tomber en amour avec un produit, puis d'être patient pour pas payer trop cher. C'est bon. On peut avoir des coups de cœur pour des immeubles, mais soyez quand même patient puis analysez bien vos deals. Donc, la capacité d'analyse, oui, du financement, mais du deal au complet dans son marché, elle est vraiment très importante. Puis dans son marché, tu viens de le dire, la connaissance en tant que telle du marché, là, aussi, je pense que ça vient s'ajouter évidemment aux connaissances financières parce que tu l'as dit, le neuf est saturé, mais je vais quand même prendre cet exemple-là. Là. Quelqu'un qui veut construire du neuf à Granby, spécifiquement, moi, c'est mon marché. Bonne chance avec la capacité d'absorption. Là. Les taux de vacances sont élevés dans du neuf à 1600$ et plus de loyer. C'est un peu la même chose dans l'usager aussi. Là. Exact, exact. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est assurez-vous d'avoir un plan. Peut-être, premièrement, des bons partenariats, ça marche toujours pour être un petit peu plus fort. Si c'est de la force financière que vous devez aller chercher, ben, sachez comment analyser des deals, sachez comment en trouver. Et après ça, alliez-vous à quelqu'un de fort pour procéder. Là. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne toujours. Il y en avait plusieurs d'ailleurs sur le bateau qui avaient fait ça, puis ça fonctionne très bien. Il y a une chose aussi que moi, je me faisais beaucoup dans les discussions que j'ai récemment avec des investisseurs, là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans la construction neuve, pas nécessairement des gros builders, mais plus des promoteurs ou autres là, qui étaient monsieur, madame, tout le monde, là, qu'on croise dans n'importe quel événement, justement. Puis, délaissent de plus en plus le neuf pour se concentrer sur l'usager. Ça, c'est sûr que ça crée, veut pas, un volume plus important de gens dans l'usager. Puis nécessairement, ça soutient une demande ou ça renforce la demande, alors que l'offre reste la même. Là. Des vendeurs, il n'y en a pas tant que ça. Ça leur permet de contrôler beaucoup plus leurs prix, leurs conditions,
surenchère. J'en vois encore beaucoup là, cette semaine sur Facebook, là, des logements, là, des petits, là, 6, 8, 10 logements à 5, 6 offres différentes. C'est ça. On n'est pas, on Absolument. n'est pas dans le plus facile pour les acheteurs, c'est certain. Non, non, non. C'est un marché très corsé. Puis là, il y avait des courtiers immobiliers aussi commerciaux. Puis on se parlait de ça. Le marché, il est comme weird un petit peu, là. Il y a beaucoup de choses qui bougent en même temps, mais c'est très difficile de transiger de manière efficace, puis comme on le voudrait, là, tu sais. Mais tu as nommé quelque chose d'intéressant. Les builders aussi se mettent à. Il y en a aussi beaucoup qui gardent une partie de ce qu'ils construisent, mais il y en a qui les revendent aussi pour aller chercher des liquidités, partir sur d'autres projets, etc., acheter de l'usager, comme tu dis. Donc, ça, je reviens souvent avec ça, là, mais j'ai l'impression, mais un bel achat de neuf à 5, 10, 15% de mise de fonds, il y en a encore. Il faut que le prix soit bon, okay, par rapport à la valeur économique, bien sûr. Mais ça, c'est quand même des achats intéressants pour le très long terme. Du neuf, quasi neuf, à très peu de mise de fonds. Très peu de mise de fonds, c'est moins de 15%. On s'entend que c'est très peu là, pour Oui, on transiger. vise pas le fameux 5% qui est en théorie accessible, mais qui en ce moment, les valeurs économiques ne fonctionnent pas pour l'atteindre. Exact. Il est des fois, mais souvent sur des projets très spéciaux, des hors-marché, etc., où est-ce qu'on a bien monté la transaction. Mais dans le neuf, ça marche encore. Acheter du neuf pour le très long terme, où il y a très peu d'entretien, techniquement, c'est super, super achat. Sinon, oui, il y a des gens qui étaient dans le neuf, qui se redirigent dans l'usager, très certainement, avec leurs capitaux. Ça crée une mouvance. Sinon, ce que je dirais aujourd'hui, là, c'est assurez-vous, lorsque vous transigez, assurez-vous d'avoir un plan, tout simplement. Donc, un plan, ça veut dire quoi? S'assurer d'avoir un plan, ça veut dire quoi? Je vois beaucoup de transactions. Je vous parle un peu de ce que je vois dans le marché là, en ce moment. Là. Des transactions où il y a de l'optionnalité de terrain. Donc, on peut acheter un immeuble, par exemple, un 32 logements à fort prix, mais comment ça, il est si cher, le 32? C'est parce qu'à côté, on a fait notre due deal, puis nos recherches pour construire à terme un autre 16, un autre 12, un autre 32. Donc, s'il y a de l'optionnalité de terrain sur un lot qu'on achète avec une bâtisse existante, ça peut être très, très, très payant. Donc, ça, c'est une raison pour payer davantage pour un actif. Optionnalité de terrain ou optionnalité d'ajout d'unité, là. Ça revient un peu au même ici, mais parfois, c'est en grand centre où est-ce qu'on peut ajouter des unités. Donc, un étage ou même reconvertir des unités commerciales. Tu sais, un 4 étages avec un rez-de-chaussée commercial ou un 3 étages avec rez-de-chaussée commercial où on peut venir ajouter des unités résidentielles. Bien sûr, il faut faire nos démarches auprès de la ville, là. Mais ça arrive plus souvent qu'on pense. C'est bon, les villes Là, sont ouvertes. ben oui, tout à fait. Puis j'irais même plus loin. Des fois, on a des investisseurs qui commencent, là, ils veulent percer le marché. Un 4 logements qui a l'air de rien, mais que vous êtes capable de financer sur vos ratios personnels avec une option de conversion ou d'ajout d'un seul logement. Après ça, on le passe à CHL. Une fois que c'est fini, ça crée énormément de valeur. C'est un beau retour sur l'investissement, puis ça nous lance là, de très, très belle façon. Donc, ça aussi, c'est à surveiller. Oui, des fois, on parle de gros logements, mais ça peut se faire avec des plus petits immeubles aussi, là. Très bon point. Ça, c'est une excellente façon de rentrer dans le marché. Puis ça, je le vois de plus en plus. Ouais, des projets où la créativité et la capacité d'analyse, là, surtout des gens qui ont fait le CMFE, par exemple, là, ils analysent le financement, puis ils analysent ce qu'ils peuvent faire, ou ils ont fait le CDT, puis là, ils se disent, oh wow, là, j'ai une foule d'opportunités devant moi. C'est un petit peu plus complexe, puis dans le fond, dans le plus complexe veut dire moins de compétition. On s'entend? Parce que c'est pas tout le monde qui a les connaissances ou le vouloir ou la patience d'aller faire toutes ces démarches-là pour amener un projet à terme. Mais oui, un beau semi-commercial qui va redevenir résidentiel, c'est super. Ça fait de très beaux projets. Acheter sur un financement X au début, puis qu'on ressort à la SCHL par la suite, c'est très, 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 très bien. Les ratios perso aussi, comme tu le nommes, c'est vraiment une belle façon de procéder au début. Sinon, Tu parlais de patience aussi, je pense, tantôt, dans l'analyse et tout. Je pense qu'on n'a pas le choix avec le marché immobilier qu'on a. Il faut que l'argent soit patient ici, là. argent patient, oui. Puis patience pour avoir le bon projet, pour ne pas acheter quelque chose où
on va le regretter. Là, après une année, on le regrette, on a payé trop cher, on n'arrive pas à faire l'optimisation, on avait mal calculé un petit peu le jus qu'on pouvait ressortir de l'immeuble. Donc, connaître son marché, analyser son financement, oui. Connaître, savoir comment calculer une valeur économique, c'est primordial. Là. Sinon, vous jouez contre votre compétition, elle le fait déjà et sont aguerris et sont rapides sur le marché. Donc, vont trouver des opportunités que les gens qui ont moins de connaissances n'arriveront pas à trouver, tout simplement. Puis ensuite de ça, connaître son marché dans le sens où est-ce que je connais mes loyers marchands? Est-ce que le 12 logements que j'achète à 800 $ de loyer moyen, ben, est-ce que mon loyer marchand, c'est 800 ou c'est plus comme 1200 pour des 4,5 ou des 5,5 dans cette région-là, dans ce secteur-là, disons, secondaire? Ben, si c'est le cas, ben, écoute, sur 5 ans, il y a de la marge ici. Là. J'ai encore de la marge pour optimiser avec le roulement naturel de l'immeuble, peu importe, des rénovations que je vais faire, etc. Est-ce qu'il y a une conversion de chauffage à faire? Est-ce que je peux améliorer mon RNN, autrement dit? Mon revenu net normalisé, là, est-ce que je peux l'améliorer? Parce que ma valeur économique découle de ça. Tu sais, avant les taux d'intérêt, l'amortissement, mon RCD, là, le vrai jeu, il joue. Tu sais, avant d'utiliser les paramètres de financement de la SCHL avec la PH, etc., là, la vraie game, elle joue avec le RNN. Est-ce que je suis capable de faire baisser mon assurance de 1500 par année? Ah, ça serait intéressant. Peut-être que l'autre propriétaire payait trop. Peut-être que j'ai trouvé j'arrive à m'assurer à moindre coût. Est-ce que mes loyers sur 5 ans, je peux les faire croître de 15%, par exemple? C'est pas beaucoup, 15%. Là. Surtout si on achète un immeuble qui est déjà sous-évalué en termes de loyer, de revenus. C'est bon pour son marché. Donc, savoir analyser ça devient vraiment important. Quand tu parlais d'acquérir avec du potentiel d'amélioration, là, c'est exactement ça. Puis, il n'y a pas de règle établie. On a déjà parlé dans un rapport précédent. On ne peut pas dire c'est 30% de dépenses en général. C'est variable d'un immeuble à l'autre. Mais tu sais, le vieux classique du mazout, qui est une charge importante, puis il y en a de moins en moins, on sait, dans le marché. Ça reste quand même une belle option quand vous êtes capable de trouver un immeuble qui a du mazout dedans. Électricité au locataire versus propriétaire aussi, pas mentionné, mais toujours une belle possibilité. Il y en a qui aiment moins ça pour la gestion que ça peut représenter. L'ajout d'Internet aussi, toujours à ne pas négliger. Bref, il y a quand même des petits trucs comme ça relativement faciles qu'on peut considérer. Des duplex, des triplex, ou des fois les plus gros logements qui ont des garages extérieurs détachés. Est-ce que vous êtes capable de le passer en entreposage plus style commercial au lieu de les garder aux locataires? Mais si oui, c'est des revenus supplémentaires qui ne sont pas liés. Beaucoup plus facile de les augmenter. Des options comme ça, il faut être créatif. Les garages, c'est sûr. Ça, c'est des beaux revenus. Juste l'esthétique. Refaire un petit peu le logement, le remettre au goût du jour sans trop mettre de capex. C'est bon, une thermopompe. Ceux qui font de l'efficacité énergétique, ça peut être très apprécié aussi. Donc, s'assurer... Hydro-Québec Finance, en plus, maintenant, là, ils ont sorti un programme. Si vous vous qualifiez, allez voir ça dans certaines zones au Québec. Pas toutes, mais renseignez-vous. Et les subventions. Puis les firmes énergétiques sont de plus en plus alertes à ça aussi. Ils peuvent vous guider là-dedans. Ils peuvent vous faire un rapport, mais aussi vous guider par rapport aux différentes subventions que vous pouvez avoir. Ça, c'est intéressant. Là. Donc, on peut le faire à coût moindre. Donc, assurez-vous qu'il y a vraiment du potentiel à moyen et long terme dans l'achat que vous faites. Puis là, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper, dans le fond. Ce serait le mot d'ordre. Puis, qui dit potentiel latent dans l'immeuble dit prix de vente plus élevé. Parce que les vendeurs savent, ou les courtiers immobiliers savent qu'il y a du potentiel dans l'immeuble qu'on peut aller chercher, donc vont le vendre à prix un petit peu majoré. Petit peu, tu sais, moi, les échos que j'ai personnellement, c'est qu'ils les vendent au prix déjà optimisé. Même si le potentiel n'a pas été capté encore. Il y a soit de la négo là ou de la créativité supplémentaire dans la structure de financement ou même dans le potentiel réel en arrière. Mais le commentaire revient très souvent, je pense, dans chacune de mes discussions. Mais tout à fait, puis on en rit, mais tout à fait, mais c'est tout. Ça job du courtier aussi, c'est normal. Oui. Vendre au prix du marché, c'est normal, mais tu sais, en même temps, ben, tu me le vends à ce prix-là, pourquoi tu ne l'as pas fait le travail? Tu sais, là, c'est moi qui vais le faire. À moyen et long terme, pas aujourd'hui. Donc là, tu viens capter justement la plus-value dans ton prix. Mais ça,
Ça aussi, un autre petit truc, c'est si on est capable de faire refléter tout le potentiel qu'il y a dans l'immeuble, ou le mitiger du moins le potentiel, là, parce que parfois, on dit, ah, ces unités-là, on peut les louer au double demain matin. Non, pas vraiment. Il y a plusieurs choses qui nous empêchent de faire ça. Là. Il y a Il y en a de plusieurs, la contrainte, ça. il y a plusieurs contraintes. Donc, peut-être à terme, peut-être dans 5 ans, mais peu importe, aller réduire justement cette marge-là en négociation, juste en démontrant le fait qu'il y a plusieurs contraintes qui nous empêchent de faire ça, puis ça va se faire sur du très long terme. Moi, je l'achète pour 10, 15, 20, 30 ans, l'immeuble. Pas pour le flipper en 6 mois. Là. Ça se fait pas, ça. C'est bon? En tout cas, ça se fait plus. Ça s'est déjà fait, là, mais le marché n'est plus là, effectivement. Ça se fait plus vraiment. C'est bon. Je pense que tu avais un dernier truc aussi pour nos auditeurs, là, qui était la reprise de finances qui est à surveiller. Oui. Bien, pour ceux qui savent, tu sais, juste avant, là, pour ceux qui savent calculer la valeur économique puis savent trouver un prix qui s'arrime à la valeur économique, un peu comme en construction, là, ben, écoutez, transiger. Là, si on peut acheter à 5, 10, 15 de mise de fonds avec un produit de la SCHL, pourquoi pas? Capital patient, beaucoup de gens font ça. Là. Se disent que je m'en remets à ça, il y a du potentiel dans l'immeuble à long terme, j'installe mes capitaux, je place mes capitaux là pour un premier terme de 5 ans, puis j'avance comme ça. Mais si on en fait plusieurs avec des groupes d'investisseurs, ça se fait très, très, très bien. Puis après ça, mon potentiel, je le ressors plus loin dans le temps. C'est bon? Capital un peu plus patient. Il y a des rachats par action pour des vendeurs qui ont des holdings avec plusieurs immeubles dedans. Ça marche très bien. Il faut être patient, mais ça marche très bien. C'est des transactions. À faire calculer par le comptable, mais oui, effectivement. Oui. Très intéressant. Comptable, fiscaliste, il y a un travail légal aussi derrière ça, mais c'est des transactions qui sont plus longues, mais c'est comme du slow food. Là. C'est très. Ce qu'il y a au bout de ça, c'est très appréciable. C'est bon. Lorsque c'est bien structuré, c'est très puissant. Disons-le comme ça. Il y en a. Donc, c'est un marché aussi qui est très éduqué. Les gens qui vont très loin là, dans l'acquisition de connaissances puis qui s'entourent des bons professionnels vont transiger vont faire de très, très belles transactions. Puis oui. Reprise de finances. Reprise de finances. Ça c'est un créneau j'en ai structuré 2, 3 là, cette année. On est à la mi-année. Là. Puis c'est assez phénoménal ce qu'on peut faire en reprise de finances si on arrive à bien discuter. Si c'est une transaction qui n'arrive pas à se faire, on peut arriver avec la bonne structure puis répondre aux attentes des vendeurs ou des créanciers, justement, là, qui veulent se faire quittancer. Bien, on peut arriver, si on est bien positionné, bien sûr, ça prend une posture financière pour faire ça, mais on peut souvent transiger très rapidement chez le notaire avec le bon prêteur privé, par exemple, et nos capitaux pour foncer vers une transaction où là, on va avoir ce qu'on appelle, entre guillemets, le profit à l'achat. Et là, on peut vraiment venir capter, vraiment faire un profit à l'achat, dans le sens où une bâtisse peut en valoir 5, puis on peut transiger à 4,5 assez facilement ou à 4. Si c'est vraiment la créance qui reste à rembourser sur le lot, sur le lot ou la bâtisse. Là. Donc, ça, c'est quelque chose qui se voit. Si on peut être rapide et efficace pour faire un deal sur une transaction qui a déjà avorté 2, 3 fois, là, disons, à prix X, puis nous, on peut venir scooper des deals là, facilement dans ce domaine-là. Ça prend plus de patience, par contre, peut-être pas de patience, mais plus de flair. Il faut faire nos recherches, il faut parler aux bonnes personnes qui ont ces deals entre les mains. Bien sûr, ces deals-là sont toujours vendus à la valeur marchande, au plus offrant, mais parfois, ça ne fonctionne pas. Oui, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut prendre plus de temps que prévu, puis venir transiger ou venir être décisif là, et rapide sur une transaction, ça peut être vraiment payant. Donc, beau profit à l'achat, oui, il y a des frais financiers là, reliés à ça, mais si on a un très beau profit à l'achat, on peut une partie des frais financiers qui vont servir à vraiment acquérir. Il y a un coût là, à acquérir une propriété rapidement avec prêteur privé, mais on se repositionne par la suite après 3 mois, après 6 mois, après 1 an, peu importe le type de transaction. Là. Mais ça, c'est un créneau qui est intéressant. Tout à fait. Dieu sait que les créanciers, surtout les banques, n'ont pas l'habitude d'être très patientes. Hein? Donc, si ça a déjà avorté une fois ou deux,
Vous débarquez avec une offre très liquide, pas beaucoup de conditions, puis bingo, notamment en passant par un prêteur privé. Ça peut donner une belle crédibilité à votre dossier pour la suite. C'est ça. Exact. Puis pour faire un lien avec la capsule qu'on avait faite sur la marge de manœuvre, là, on en a parlé aussi de ça sur le bateau, étonnamment, mais la marge de manœuvre est vraiment importante pour ne pas se retrouver dans ces situations-là, parce qu'il y en a de ça aussi. C'est des gens qui avaient des promoteurs ou des groupes immobiliers qui n'avaient pas la marge de manœuvre pour recevoir différents coûts ou différents événements du marché ou différents bad luck, puis se sont retrouvés à liquider leurs immeubles ou en reprise de finances. Là, ça arrive. C'est triste, mais comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est une roue qui tourne, c'est indéniable. Après ça, il faut se redresser les manches. Ça peut arriver à tout le monde, en fait. Puis, il faut juste se retrousser les manches, puis continuer. Il ne faut pas arrêter, même si ça vous arrive. Ah ben oui, on sait, il y a plein d'entrepreneurs qui ont déjà fait faillite, puis c'est une expérience, on en retire des leçons, puis on repart, on a encore toutes nos connaissances, on est capable d'avancer quand même, puis de se reconstruire, tout simplement. Mais la marge de manœuvre, là, je vous dirais, comme depuis que les taux ont augmenté, disons, en 2023, là, c'est vraiment important pour la suite des choses. Se garder un petit peu de lousse, un petit peu de marge de manœuvre pour être prêt à prendre des coups, puis à continuer aussi notre croissance. Exact. Voilà. Fait qu'on avait plein de bons trucs, je pense, aujourd'hui pour nos auditeurs. J'espère qu'ils vont être capables de capter toutes les petites pépites, les idées de créativité qu'on leur a lancées. Merci beaucoup, Sacha. Comme toujours, un grand plaisir. Puis bon mardi tout le monde.